La première fois que j'ai réalisé que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille, je me tenais dans le vaste salon des Ellison, sous un lustre dont les cristaux diffusaient une lumière tel un jugement. Je tenais une flûte de champagne pâle et pétillant qui tremblait dans ma main. De l'autre côté de la pièce, sous des moulures dorées, les parents d'Ariel distribuaient des brochures sur papier glacé pour une croisière pour leurs 40 ans. Leurs yeux brillaient tandis qu'ils les faisaient glisser l'un vers l'autre, puis l'autre vers l'arrière, leur voix légère d'impatience. La suite de Rêves méditerranéennes, mon beau-père dans un ton grave, sa voix riche et douce comme un cognac d'âge. Ariel rayonnait à côté de moi, sa posture parfaite reflétant la fierté. Mais lorsque le regard de Raymond Ellison se posa sur moi, ce léger pli de ses lèvres me fit l'effet du tic-tac froid d'une horloge annonçant mon statut d'outsider. Grayson, dit-il, aussi décontracté qu'une brise ensoleillée. Cette croisière est réservée à la famille, pas d'étrangers. Je me figeai. La pièce pencha comme si le monde avait basculé sur son axe. 8 ans de rires partagés et de murmures nocturnes, 2 fausses couches dévastatrices. Je l'avais réconforté à travers les innombrables dîners que j'avais préparés pour son appétit frémissant. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais toujours pas la bienvenue. La coupe de champagne claqua contre ma paume lorsque je la portai à mes lèvres. Mais seule une fraction des bulles embrassa ma langue avant que ma gorge ne se serre et ne brûle. La sœur d'Ariel, Tessa, rit, léger et cassant, comme si elle avait été témoin d'une blague privée que je n'avais pas le droit d'entendre. Leur mère, vivant, tenait son verre de vin comme un accessoire, le liquide rubis scintillant à la lumière tandis qu'elle sirotait sans rien dire. Ma poitrine se serra jusqu'à ce que chaque respiration ressemble à une excuse. Mon sourire s'imposa sur mon visage, une imitation de chaleur. Bien sûr, dis-je, prudemment et lentement. C'est ta fête, tes règles. Je le pensais sincèrement, d'une certaine manière. J'avais toujours cru que donner librement signifiait appartenir. Mais en voyant les yeux brillants d'Ariel osciller entre confusion et chagrin, j'ai compris que la générosité sans reconnaissance était vaine. Je me suis excusé d'un hochement de tête poli, passant devant des couples en tenue de créateur et des canapés moelleux aux tons ivoire et or. Le léger tic-tac de l'horloge me guidait vers le balcon. Dehors, la ville s'étalait sous mes pieds, telle une mosaïque de verre et d'acier, mais la vue me semblait lointaine, sans intérêt. J'ai fermé la porte derrière moi et collé mon front contre le verre froid, savourant le dernier écho de ma dignité dans les dernières gorgées de champagne. Sortant mon téléphone de ma poche, j'ai composé le numéro d'Oceanania Cruise avec une résolution tremblante. D'une voix mesurée, j'ai récité mon nom, mes coordonnées bancaires et mon numéro de carte. Oui, je leur ai dit. Je souhaite annuler la réservation de la famille Ellison. 8 personnes, suite de Rêves méditerranéennes, remboursement intégral sur la carte enregistrée. En 45 secondes, leurs vacances de rêve se sont envolées, et je n'ai pas bronché. De retour dans le salon, la fête semblait inchangée. Des rires flottaient dans l'air parfumé à la rose et des coussins moelleux invitaient les invités à s'allonger. Vivant parcourait les choix de Derve, demandant gentiment à Raymond s'il préférait les côtelettes d'agneau ou les champignons farcis. Avec un calme prudent, je me suis éclairci la gorge. Je viens de finaliser quelque chose pour la croisière. Ils se sont tous retournés. J'ai observé la soudaine lueur d'anticipation dans leurs yeux avant de lâcher la bombe. J'ai annulé. Le silence est tombé plus vite qu'une corde de guitare cassée. La main de Raymond s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Le rire de Tessa s'est étouffé. Le regard de Vivien s'est figé dans le sommeil. Leur abus de confiance se reflétait dans leurs escaliers. C'est impossible, aboya Raymond, la voix brisée par l'indignation. Il s'avança vers moi, le visage rouge. J'en ai payé le prix. Non, dis-je doucement, et mes mots ont fait l'effet d'une pierre. J'en ai payé le prix avec la prime de l'année dernière. Tu te souviens de cette société de logiciels idiotes dont tu t'es moqué? Elle paie très bien. Je sentis la main d'Ariel sur mon bras, douce mais suppliante. La grâce est latente. Mais je ne pouvais pas attendre. Je ne le ferai pas. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert le dossier de messagerie où les reçus étaient archivés comme des cicatrices de guerre. J'ai commencé à lister les transactions récentes. Le mariage de Tessa à Moï, 11 200 $0. Votre déficit hypothécaire l'hiver dernier. 900 $0. La réparation d'urgence du toit après la tempête. Vous vous souvenez du litige avec l'assurance? J'en ai parlé aussi. Chaque silhouette tombait dans la pièce, lourde et indéniable. Le visage de Raymond s'était affaissé,
les veines palpitant à sa tempe. La main de Tessa se porta à sa bouche, stupéfaite. Les lèvres de Vivian se pincèrent en une fine ligne. « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'accusation. « Parce que je me croyais de la famille », répondis-je d'une voix ferme, mais visiblement, j'avais mal compris. Je sentis Ariel se recroqueviller à côté de moi, comme si mes mots l'avaient blessé 2 fois. D'abord par ses parents, maintenant par son silence. Je me détournai du choc qui irradiait dans la pièce et pris une profonde inspiration. J'avais dit ce que j'avais à dire. 8 années d'invisibilité avaient pris fin dans cette élégante chambre au miroir. Je levai le menton vers Ariel, croisant son regard avec un mélange de tristesse et de détermination. Elle détourna le regard, des larmes perlant au coin de ses yeux. Le tournant de la trahison était atteint, et je savais que rien ne redeviendrait jamais comme avant. Ce soir-là, je m'installai dans une suite d'hôtels de mon choix. J'abandonnai l'Ellison à son vin éventé et à ses brochures vides. Dans le calme de ma nouvelle chambre, je goûtai enfin la paix. Amère, certes, mais sincère. Je commandai un steak et une bouteille de champagne que personne ne pouvait emporter. Tandis que les lumières de la ville scintillaient derrière ma fenêtre, je compris que parfois, la seule façon d'être à ma place est de cesser de donner là où on n'est pas valorisé. Et dans ce silence, je découvris ma propre valeur. Je sortis sur la terrasse, respirant l'air nocturne chargé de jasmin et de lumière lointaine de la ville, et sentis le poids de tout ce qui n'avait pas été dit se poser au creux de mon estomac. Le rire des Ellison s'échappa par la porte coulissante en verre derrière moi, me rappelant qu'à l'intérieur, ils étaient encore parfaitement inconscients de la tempête que je venais de déclencher. Ma main tremblait tandis que je composais à nouveau le numéro de l'Oceanania Cruise. Et lorsque la voix calme de l'agent répondit, je forçai la mienne à s'adapter. « Bonjour, dis-je. Ici Grayson Locke. » Mon pouls battait la chamade tandis que je répétais les informations de mon compte, chaque chiffre prononcé avec soin et précision. Je souhaite confirmer l'annulation de la réservation de la famille Ellison. 8 personnes dans la suite Méditerranée Dream. Oui, veuillez effectuer un remboursement intégral sur la carte enregistrée. 45 secondes plus tard, leurs vacances de rêve s'évaporaient dans l'éther numérique, et j'éprouvais un soulagement inattendu. Fini les comparaisons chuchotées, fini les sourires polis dissimulant un mépris à peine voilé. Je m'attardai encore un instant sur la terrasse, laissant la brise fraîche m'envahir. Je fermai les yeux et imaginai le visage des parents d'Ariel à l'instant où ils comprendraient que les brochures étaient inutiles, leur luxe soigneusement planifié disparu. J'imaginais le sourire triomphant de Tessa s'estomper, le verre de vin de Vivian cliqueter dans sa main, le sang-froid forcé de Raymond voler en éclats. De retour à l'intérieur, la salle bourdonnait de conversations faciles. Coussins brodés, touches dorées et plateaux de canopée occupaient chaque table. Je me sentais comme une intruse dans un portrait, parfaitement placé, mais complètement à court d'idées. Vivian leva les yeux vers moi depuis son siège, un vin rubis dégoulinant de ses lèvres tandis qu'elle haussait un sourcil. Raymond marqua une pause en plein milieu d'une gorgée, le liquide cramoisi se figeant dans l'air. Le rire de Tessa trébucha sur sa langue l'espace d'un battement de cœur. Toute la salle retint son souffle. Je m'éclaircis la gorge pour briser le silence. Je venais de finaliser quelque chose pour la croisière. Ma voix était calme, trop calme, comme le silence avant un coup de tonnerre. Les têtes se tournèrent, leurs expressions oscillant entre curiosité et confusion. J'annulai. Les mots résonnèrent sur le sol de marbre et sur tous les visages stupéfaits. J'attendis que leurs mâchoires se desserrent, leurs lèvres s'entr'ouvrent et que l'indignation se propage en vagues palpables. Raymond se leva d'un bond, sa chaise raclant si violemment qu'elle résonna dans la pièce comme une sonnette d'alarme. « Tu ne peux pas, tonna-t-il, la voix rauque d'incrédulité. J'ai payé pour ça, Cruz. »« Non, répondis-je, chaque syllabe précise. »« Oui. Avec la prime de l'entreprise de l'année dernière, tu te souviens de l'entreprise de logiciels que tu avais qualifiée de projet amateur ? C'est très bien payé. » Je vis son visage virer au vert, les veines de son cou palpitaient tandis que son ego se nouait sous la colère. La main de Tessa se porta à sa bouche. Le verre de Vivien lui échappa des mains, le vin éclaboussant un sac en soie. La fragile façade de l'hospitalité se fissura en un instant. Ariel se leva de son siège, le souffle coupé. « Grazon, attends » implora-t-elle d'une voix tremblante. Mais je ne pouvais pas attendre. J'avais repensé à ce moment pendant des années, chaque affront, chaque accusation, chaque blessure. Et maintenant, debout devant eux, je refusais de me taire.
J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert le dossier de courrier électronique où des décennies de reçus gisaient, témoignages silencieux de mon travail. Un par un, j'ai énuméré ce qu'il n'avait jamais reconnu. Le mariage de Tessa à Moï, 11 200 $. L'acompte pour votre maison de vacances, 14 500 $. Votre déficit hypothécaire de l'hiver dernier, 1900 $. La réparation d'urgence du toit après la tempête, 1,7 500 $ de frais de scolarité pour le master d'art d'Ariel, 1600 $, les factures médicales de mes traitements contre l'infertilité parce que je ne pouvais pas porter notre enfant, 114 200 $ chacun. Les chiffres tombèrent comme un boulet de canon, secouant la pièce de son poids. Le visage de Raymond se vida de ses couleurs. L'arrogance de toute une vie s'effondra dans ses yeux. Tessa s'agenouilla pour aider sa mère dont les doigts tremblants agrippaient une serviette froissée. Vivien perdit contenance, ses joues se couvrirent de larmes qu'elle ne voulait pas verser. Ils me regardèrent bouche bée tandis que leur image parfaite du gendre dévoué se brisait irrémédiablement. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit de tout ça ?» demanda Vivant, la voix oscillant entre l'accusation et la véritable perplexité. « Parce que je pensais être de la famille », répondis-je d'une voix basse mais ferme. Je croyais que la générosité était synonyme d'appartenance. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, j'ai appris que les cadeaux sans gratitude ne m'engendrent que déception. Je me suis tourné vers Ariel, qui se tenait à moitié dans l'ombre, les yeux brillants de douleur. « Ariel, le savais-tu » ai-je demandé doucement. Elle déglutit difficilement, le regard baissé vers ses pieds. « J'ai entendu des bribes » avoua-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais il disait toujours que c'était une affaire de famille. Je n'avais jamais réalisé à quel point il me considérait comme tienne. Une vague de chagrin m'a submergé. Trahi non seulement par ses parents, mais aussi par la femme dont j'avais tenu la main dans tous les triomphes et les chagrins. Ils m'ont traité d'étrangère, ai-je dit doucement. Et tu les as laissés faire. Les lèvres d'Ariel tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues. Ses bras s'ouvrirent et je me jetai dans ses bras, sentant son cœur battre contre le mien. Nous vacillâmes là, au milieu des vestiges d'une illusion brisée, notre souffle commun se fondant en quelque chose de plus stable, de plus vrai. Lorsque nous nous séparâmes, je regardai une dernière fois les Ellison. Le temps. Leurs visages étaient des masques de honte et de regret, mais leur silence était plus fort que n'importe quelle excuse. Je me retournai, pris la main d'Ariel et la conduisis vers la porte d'entrée, où l'air nocturne attendait, frais de possibilités. Dehors, je hélai un taxi. En montant, je demandai au chauffeur de nous conduire au Sinclair Grand. Ariel s'assit à côté de moi, la tête appuyée sur mon épaule. Je tendis la main vers elle et sentis la chaleur familière qui m'avait toujours accueilli chez moi. Ce soir-là, dans une suite de mon choix, je commandai un steak et une bouteille de champagne. Cette fois, sans témoin et sans excuse, et tandis que les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme des étoiles lointaines, Ariel murmura « On reconstruira ». J'acquiesçai, savourant la promesse de quelque chose de nouveau sur ma langue. Dans le silence qui suivit, je réalisai que parfois, le voyage le plus important est celui qui vous ramène à vous-même et à la personne qui vous voit vraiment. En rentrant dans ce salon caverneux, chaque détail me parut plus net, comme si le lustre en cristal et la cheminée en marbre poli avait tout cela à conspirer toute la nuit pour refléter non seulement mon image, mais aussi le vide qui la sous-tendait. Vivien Ellison, toujours gracieuse, se tenait près d'un plateau d'argent rempli d'ordova, ses doigts délicats réarrangeant champignons farcis et dattes enveloppées de push-cuto comme si de rien n'était. Les larges épaules de Raymond étaient tournées vers moi, une élégante carafe à la main. Sa posture était détendue, mais sa mâchoire était si serrée que j'entendais presque la tension claquer dans l'air. Tessa, affalée sur un sétis de velours, consultait son téléphone, son rire ponctuant le silence, fragile comme la glace qui craque. Ariel s'attardait sur le seuil, l'incertitude dans l'inclinaison de la tête. Je relevai le menton, inspirai calmement et laissai la chaleur de la colère me remonter à la gorge. Pour la première fois, je refusai de jouer leur jeu de politesse. Je viens de finaliser quelque chose pour les équipages, dis-je d'une voix égale. Mes mots transpercèrent le brouhaha des banalités comme un couteau dans la soie. Les têtes se tournèrent lentement, la curiosité se muant en inquiétude. Je pouvais presque voir. Les esprits s'emballèrent tandis qu'ils cherchaient à se rassurer sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une remarque creuse de plus de la part de l'homme qu'ils ne connaissaient pas vraiment. J'ai annulé. Un silence pesant s'est installé. Le tintement d'un verre de vin dans la main de quelqu'un sonnait presque obscène en temps normal. J'ai regardé Raymond se figer au milieu du service.
Un liquide cramoisi s'est coincé dans une courbe du verre. Le téléphone de Tessa est tombé sur ses genoux avec un léger bruit sourd. La main de Vivant tremblait lorsqu'elle a posé le plateau de service, les plateaux en cuivre s'entrechoquant. Le souffle d'Ariel s'est arrêté, ses yeux écarquillés scrutant les miens, son cœur battant à travers sa robe comme l'aile d'un colibri. Raymond agrippa la carafe comme si c'était le seul point d'ancrage qui le maintenait captif. Il se redressa d'1,90 m, sa voix résonnant sur le sol poli. « Tu ne peux pas » aboya Théil, les syllabes hachées par l'incrédulité. J'en ai payé le prix. J'ai fait un pas en avant, fermant la distance entre nous, même si je gardais une posture respectueuse. Je ressentis à cet instant une poussée d'essence, une justification, enfin, face à tant d'insultes inexprimées. Non, dis-je, chaque syllabe mesurée. Je m'en souvenais de la prime de l'année dernière. Tu te souviens de l'entreprise de logiciels ridicule dont tu t'es moqué? Ça paye très bien pour un battement de cœur. J'ai cru entendre le lustre soupirer. L'air vibra sous le choc. Les épaules de Raymond s'affaissèrent, la carafe claquant contre la table d'appoint comme si son monde s'écroulait. Les lèvres de Vivien s'entr'ouvrirent, les yeux emplis d'une lueur que je ne pus identifier immédiatement. La honte, ou peut-être l'aube d'une culpabilité naissante. Le téléphone de Tessa lui glissa des mains et atterrit sur le tapis. Oublié. Ariel s'avança, la main tendue vers la mienne. Grayson, attends, commença-t-elle, la voix crispée par l'anxiété. Sa supplication était instinctive, un frémissement du rythme que nous partagions autrefois. Mais je secouai doucement la tête, presque imperceptiblement, non par cruauté, mais parce que j'avais besoin qu'il m'entende jusqu'au bout. Je sortis mon téléphone de ma poche et tapotai l'écran. Une application de messagerie s'ouvrit sur un dossier intitulé « Dépenses » où des dizaines de messages s'enchaînaient par date et par transaction. Je les déverrouillai un par un. Cadeau de mariage à Moï, complément de prêt immobilier, réparation de toiture, paiement des frais de scolarité. Je levai les yeux vers eux, le silence amplifiant chaque chiffre. Mariage de Tessa à Moï, 11 200 $. Votre déficit de prêt immobilier, 1 900 $. Réparation de toiture d'urgence, 7 500 $. Masterclass artistique d'Ariel, 600 $. Je marquai une pause pour laisser ces chiffres retomber comme des pierres dans un étang. Leurs regards se croisèrent, désorientés. Mais pourquoi? La voix de Vivant trembla, la première fissure dans sa façade. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit de tout ça? Elle semblait petite, fragile, comme si elle attendait que je me rétracte et que je prouve une fois de plus mon dévouement. Parce que j'ai commencé lentement, je croyais que donner signifiait appartenir. Je pensais que la générosité m'apporterait l'acceptation. Je pensais qu'en donnant suffisamment de temps, d'argent, de soutien, je deviendrais l'un d'entre vous. J'ai laissé ces mots planer entre nous, lourds comme du plomb. Mais il s'avère que les cadeaux sans gratitude ne font que me lier au ressentiment. Raymond s'enfonça dans le tapis, essayant de reprendre contenance. On pensait que tu l'étais, dit-il en s'interrompant, ses excuses coincées dans sa gorge. Tessa se couvrit la bouche, les joues rouges. Vivant s'affala sur le sétis, tremblant comme si elle attrapait un rhume à cause de la trahison elle-même. La main d'Ariel trouva la mienne, et je la serrai, reconnaissant pour la chaleur de sa peau. Je suis désolé, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu les as vus me rejeter. Dis-je en me concentrant sur ses yeux. Tu les as laissés faire. Mon ton était doux, mais il était blessant. Elle détourna le regard, des larmes brillant sur ses cils. Dans cet instant de fracture, j'ai tout vu clairement. Les sourires creux des dîners de fête, les piques désinvoltes sur ma carrière, leurs doutes murmurés sur ma valeur. J'avais vécu dans une maison de miroirs où mon reflet ne m'appartenait jamais vraiment. Et maintenant, ces miroirs gisaient brisés sur le sol. Chaque éclat révélait une vérité que je ne pouvais plus ignorer. J'inspirais profondément et reculai. J'en ai fini avec les faux semblants. Mon regard les parcourut, non pas avec triomphe, mais avec détermination. Si tu veux un jour de moi dans ta famille, tu devras m'accepter pleinement. Sinon, tout cela se termine ce soir. Me retournant, j'entraînai Ariel vers la porte d'entrée. Les Ellison nous fixaient du regard, leur silence plus révélateur que n'importe quelle parole. Les cousins de Tessa chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés. Je m'arrêtai juste dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée, et me retournai une fois. Ni rage, ni colère,
seulement de la déception se lisait dans leurs yeux. Et à cet instant, je compris que la seule personne à qui je devais prouver ma valeur était celle qui m'avait choisi. Non pas pour ma fortune ou mes contributions, mais pour qui j'étais. Dehors, l'air était frais, parfumé de fleurs printanières. Je l'inspirais, sentant mes poumons se gonfler de possibilités. Ariel glissa sa main dans la mienne, et ensemble nous nous éloignâmes de la maison des miroirs, laissant les éclats derrière le reflet de la lumière déclinante des lampes. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux vaporeux de ma suite d'hôtel, teintant la pièce d'une douce lueur d'espoir. J'étais assis au petit bureau en verre, ordinateur portable ouvert, tandis que la ville s'éveillait en contrebas. La confrontation de la nuit précédente me semblait un rêve fiévreux, si vif et pourtant si lointain. L'écho de mes propres paroles résonnait encore à mes oreilles. Reçu, document, réalisation. Maintenant, dans le calme stérile de l'aube, je savais que le vrai travail ne faisait que commencer. J'avais besoin de clarté, pour Ariel comme pour moi, sur l'ampleur exacte de mes investissements dans l'entreprise Ellison. J'ouvris le dossier intitulé « Dépenses familiales » et trouvai, à bout de souffle, la confirmation que chaque poste important de leur vie portait mon nom. Le premier document datait d'il y a 8 ans, lorsque nous avions effectué un virement bancaire de 25 000 $ pour couvrir les frais juridiques suite à la faillite de l'entreprise de son père. Le mémo mentionnait un prêt à notre Ellison, avec un rendement attendu en cas de succès. Je suis descendu jusqu'en 2017, une facture d'hôpital cauchemardesque de 14 200 $, suite aux complications d'Ariel lors de sa première fausse couche. Mon relevé de carte de crédit affichait le montant en chiffres clairs et nets. Chaque entrée me brûlait, comme si je marquais ma propre générosité. Ensuite, il y a eu le mariage de Tessa à Moï. 12 000 $ ont glissé de mon compte sans tambour ni trompette. Juste un email de confirmation poussiéreux et une photo de Tessa dans sa robe ivoire, un large sourire tandis que la brise marine lui caressait les cheveux. Je me suis souvenu de ses remerciements murmurés, étouffés par le chaos de la célébration, et de la façon dont j'avais perdu toute fierté ou reconnaissance à cet instant. Mon doigt a survolé le pavé tactile avant de cliquer sur le supplément hypothécaire de l'hiver dernier. 9 000 $ virés sur leur compte bancaire sous couvert de cadeaux de pendaison de crémaillère. J'ai grimacé au souvenir du remerciement froid de Vivant, ses yeux s'éloignant de moi pour admirer le rendu architectural de l'agrandissement de leur salon. Je me suis adossé, me suis passé une main dans les cheveux et j'ai réfléchi à la façon dont j'avais assumé ces coûts sans jamais discuter de budget avec Ariel. Elle me faisait une confiance aveugle pour gérer nos finances, et je suppose qu'elle me faisait toujours confiance pour protéger sa famille. Mais une confiance tacite peut se transformer en poison. D'un geste délibéré, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et commencé à détailler chaque contribution, date, description, montant et une colonne pour la divulgation. Arrivé aux entrées intitulées « Réparation du toit »,« Cours d'art » et « Traitement contre l'infertilité », les larmes me sont montées aux yeux. Non pas que je regrettais ces dépenses. Rien de cet argent n'avait été gaspillé, mais parce que j'avais pris ces décisions cruciales en secret, me présentant comme une sauveuse bienveillante tout en restant invisible. Un coup frappé à la porte me fit sursauter. Ariel se tenait là, les cheveux attachés en queue de cheval lâche, vêtue d'un de mes pulls. Elle tenait 2 tasses de café, de la vapeur s'élevant entre nous et formant de douces volutes. Sans un mot, elle en posa une devant moi et s'affala sur la chaise près du bureau. Je fermai l'ordinateur portable et elle le rouvrit d'un coup de coude. « Montre-moi », dit-elle doucement, et je sentis la terreur et le soulagement m'envahir. Je désignai le tableur d'un geste. C'est tout ce que j'ai payé pour toi, pour ta famille, en 8 ans. Ma voix tremblait malgré moi. Et il est temps que tu le vois. Ariel fit défiler la page, les sourcils froncés à mesure qu'elle assimilait chaque chiffre. Les lignes se brouillèrent tandis que des larmes lui montaient aux yeux, et elle déglutit difficilement. Grazon, je n'en savais rien, murmura-t-elle. Je croyais connaître nos limites financières. Je croyais que tout cela était commun. Tu n'as jamais dit le contraire. Je déglutis, la gorge serrée. Je pensais que tu le savais. J'admis. Je pensais que c'était compris. Mais je ne t'ai jamais demandé si tu acceptais ce niveau de risque. Je ne t'ai jamais demandé si tu te sentais dépassé. Je l'ai simplement fait parce que je croyais que c'était noble. Je me suis arrêté, scrutant son regard. Mais noble sans consentement, c'est juste du contrôle. Elle a tendu la main par-dessus le bureau et a parcouru les cellules du doigt. Je comprends maintenant pourquoi tu as craqué, a-t-elle dit. Je comprends pourquoi tu n'as pas pu te taire.
Elle a pressé sa main contre la mienne. Je suis désolé de ne pas avoir prêté attention. Je suis désolé de les avoir laissés te traiter ainsi. Et je suis désolé de ne pas avoir réalisé tout ce que tu avais sacrifié. Un frisson l'a parcouru. Je l'ai serré contre moi, enroulant mes bras autour de ses épaules. Nous sommes restés assis ainsi un long moment, deux êtres à moitié brisés se reconstituant dans la douce lumière du matin. Puis Ariel s'est reculée et a dit, « Il nous faut un plan. » Elle a tapé dans la colonne des feuilles de calcul pour un statut de divulgation et a tapé, discuté, à côté de chaque entrée. Toutes nos dépenses futures doivent faire l'objet d'une conversation. Plus de secrets. J'ai hoché la tête, la fierté grandissant devant sa force. D'accord, dis-je. Notre prochaine tâche consistait à officialiser les limites financières avec les Ellison. J'ai vidé un autre onglet de l'ordinateur portable et rédigé un simple contrat post-nuptial. Les biens communs ne peuvent être partagés qu'avec le consentement mutuel. Tout don ou prêt à des tiers doit être accepté par les deux époux et les dépenses partagées doivent être limitées à des catégories définies conjointement. Ariel le relut, ses lèvres s'incurvant en un sourire déterminé. « Signez ici », dit-elle en me tendant un stylet. J'ai signé en premier, puis elle a signé. Le clic de l'épingle numérique sur l'écran fit l'effet d'une clé de voûte, consolidant notre partenariat. Plus tard, alors que nous faisions nos bagages pour quitter la suite, Ariel m'entraîna dans la salle de bain et déposa un doux baiser sur mes lèvres. « Merci, dit-elle. Pour tout, pour t'être battu pour nous. » J'écartai une mèche de cheveux de son front et murmurai, « Merci d'être resté à mes côtés. » Nous nous habillâmes en silence, un calme confortable qui en dit plus que des mots. En entrant dans le couloir, nos ombres se fondirent sur la moquette, longue et entrelacée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement perçu non pas comme un compte en banque ou un soutien de famille, mais comme la partenaire d'Ariel, à tous égards. Et en quittant cette suite ensemble, je savais que notre prochain chapitre serait défini non par des comptes cachés, mais par des rêves partagés et des cœurs ouverts. Le lendemain de nos signatures et de nos vœux de reconstruction, Ariel et moi nous sommes réveillés dans le doux silence de l'aube, le pouls de la ville encore calme sous les rideaux. Je la regardais s'agiter à côté de moi, ses cils effleurant ses joues comme de doux effleurements de souvenirs, et je me demandais depuis combien de temps elle avait gardé le silence. Pendant des mois, peut-être des années, j'avais senti une distance tacite entre nous. Son obéissance polie à ses parents était inexprimée, mon ressentiment grandissant dissimulé derrière des sourires forcés. Maintenant, l'air entre nous crépitait de non-dits. Je tendis la main et la touchai, sentant la chaleur et l'hésitation se mêler. Ses yeux s'ouvrirent, voilés de culpabilité et de soulagement. Et pour la première fois, j'affrontai la douleur de son silence au lieu de l'ignorer. En prenant un café dans notre suite de location, j'observais la façon dont Ariel tenait sa tasse, les doigts crispés sur la porcelaine, les jointures pâlissant à chaque respiration. Le silence qui avait envahi tant de réunions de famille s'installait désormais entre nous comme un invité indésirable. Je m'éclaircis la gorge, tentant d'apaiser la tension. « Ariel, hier soir, quand je lui ai demandé si tu comprenais ce qu'ils entendaient par « étranger », son regard s'est baissé, une rougeur lui montant au cou. « Je le savais », a-t-elle admis doucement. Ce mot restait suspendu dans l'air, fragile et lourd, comme s'il risquait de se briser sous un poids plus lourd. Je retins mon souffle, essayant d'ancrer mes pensées trépidantes. 8 années de mariage tissées d'espoirs partagés et de chagrins intimes, d'achats silencieux et de limites tacites. Comment avions-nous pu passer à côté de ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La question m'échappa, douce mais pressante. Elle fixa la table, traçant des motifs invisibles sur le bois gris. Je pensais que c'était inoffensif, murmura-t-elle, la voix tremblante comme si elle avouait un crime. Je pensais qu'il se moquait de moi, que ça ne signifiait rien. Je ne voulais pas vous contrarier, ni eux. Ses mains tremblaient en serrant sa tasse, son pouce traçant des cercles dans le verre dépoli. J'ai ressenti une vague de compassion pour l'épouse qui avait tant souffert sous le poids des attentes de ses parents. Les fausses couches, les sacrifices professionnels, la soirée tranquille passée à apaiser ses peurs. Tout cela avait été partagé, mais ses propres peurs étaient restées enfermées. Tu les as laissées, dis-je, non comme une accusation, mais comme une révélation, des mots doux mais irrévocables. Tu les as vus me traiter comme un invité chez nous. Ses yeux se sont remplis de chagrin et de regret, rencontrant les miens à travers la vapeur qui montait de ses tasses. Je suis désolé, murmura-t-elle, les larmes coulant à flots. Je vois maintenant à quel point leurs mots te blessent.
Nous sommes tombés dans un silence si profond qu'il ressemblait à un océan. Des vagues de chagrin et de pardon se sont déchaînées en nous. Dans cet espace, j'ai compris que le silence d'Ariel m'avait protégé à ses yeux, me protégeant du conflit tout en me laissant isolé. Elle a tendu la main par-dessus la table, effleurant la mienne du bout des doigts. « Apprends-moi » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Dis-moi comment être à tes côtés, pas à leur côté. » Cette supplication résonna comme une promesse, manquant à la femme que j'avais épousée. Je pris sa main dans les miennes, sentant ses tremblements s'apaiser sous mon contact. « Nous apprendrons ensemble » dis-je d'une voix ferme et pleine d'espoir. Notre conversation se prolongea dans l'après-midi, chaque confession contribuant à consolider une confiance retrouvée. Nous évoquâmes la nuit où elle garda le silence quand j'avais eu besoin de sa voix, les moments où j'avais dissimulé mes frustrations sous l'humour. Nous exposâmes nos craintes d'un divorce imminent, d'un amour vacillant sous le poids des dettes impayées et des ressentiments inexprimés. Chaque crainte avouée se dissipait un peu sous la chaleur de notre honnêteté. À la fin de la journée, le tableau des dépenses était fermé sur le bureau, remplacé par un nouveau document, un plan de décision partagé, de communication ouverte et de respect mutuel. Ce soir-là, nous retournâmes chez les Ellison, non pas comme participants à leur rituel d'exclusion, mais comme un front uni. Les lumières de l'allée brillaient sous nos pieds tandis que nous approchions ensemble de la porte d'entrée. La main d'Ariel et la mienne semblaient comme une bouée de sauvetage, me guidant vers l'endroit où je m'étais senti effacé. Et cette fois, ni l'une ni l'autre ne resterait silencieuse. En entrant, je lui ai jeté un coup d'œil et, dans son sourire constant, j'ai vu la promesse d'un avenir où le silence ne nous définirait plus. Le chapitre de la trahison était clos, et devant nous s'étendaient les pages inexplorées d'un mariage reconstruit sur la vérité. Les pneus du taxi vrombissaient dans les rues tandis que je regardais le hall d'entrée au de plafond des Ellison disparaître. L'air à l'intérieur était chargé comme si le monde lui-même retenait son souffle, mais je me sentais étrangement calme, détaché de cette maison de miroirs brisés, définie non par leurs reflets, mais par les battements de mon propre cœur. J'ai glissé ma carte dans mon portefeuille, celui qu'ils avaient traité comme un robinet ouvert plutôt que comme une promesse de partenaire, et j'ai regardé les immeubles se brouiller derrière la fenêtre. Lorsque l'auvent en bronze du Saint-Clair Grand scintilla sous les lampadaires, j'avais déjà préparé mes prochaines actions. Une nouvelle suite, un coup de fil précis, la lente construction de mes limites. Le hall était plongé dans un silence nocturne, les lustres ruisselant de lumière sur le sol en marbre. Le réceptionniste m'accueillit avec la chaleur éprouvée de quelqu'un qui a vu toutes les facettes des drames humains, un sourcil levé par curiosité polie lorsque je donnai mon nom et mon numéro de carte. J'acceptai la carte sans le regarder dans les yeux. J'étais ici, à ma guise, maintenant. La montée des 30 étages par l'ascenseur semblait suspendue. Chaque tintement marquait la distance entre la vie que j'avais quittée et ce qui m'attendait. Lorsque la porte s'ouvrit, je fus plongé dans un silence si profond que j'entendis mon propre pouls. La suite était spacieuse, moderne et volontairement anonyme. Pas de portrait de famille, pas de meubles hérités, juste des lignes épurées et un beige doux qui la donnait l'impression d'une page blanche. Je déposai mon sac près des portes vitrées coulissantes qui révélaient les scintillements nocturnes de la ville, puis me dirigeai vers le minibar. Je versai du champagne dans une lourde flûte en cristal, les bulles tourbillonnant comme de minuscules promesses. Je m'appuyai contre le comptoir et observai mon reflet dans le verre foncé, remarquant que mes épaules ne s'affaissaient plus sous le poids d'attentes silencieuses. J'étais seul, certes, mais cette solitude me semblait une invitation à me redéfinir. Mon téléphone vibra sur le bureau, une douzaine d'appels et de SMS manqués illuminant l'écran. Ariel, Raymond, Vivian, Tessa, amis de l'Oregon. Au lieu de répondre, j'ouvris la liste de contacts et appelai Justin Green. Mon avocate, la seule personne irréprochable dans ce drame familial complexe. Sa voix était vive et assurée lorsqu'elle décrocha. Grayson, me salua-t-elle. Comment se passe la suite? Je l'imaginais dans son bureau d'angle de Midtown, les étagères remplies de diplômes encadrés. Elle était l'architecte de ma nouvelle réalité. Nous allons de l'avant, dis-je d'une voix ferme. Contrat post-nuptial, séparation financière totale. Toute dépense familiale requiert désormais nos deux signatures. Sa réponse fut immédiate. Un hochement de tête rapide que je pouvais presque entendre à travers la ligne. Bon mouvement. Ils ont besoin de comprendre votre valeur et que votre générosité se termine ou commence leur droit. Je pouvais presque voir votre sourire vif et rassurant. Nous avons discuté de la logistique, du dépôt de délai, des protocoles de notification, des points qui ont besoin de clarification.
Alors que nous finalisons les détails, son autorité de commande m'a ancré, remodelant mes doutes dans une certitude stratégique. Une fois que cet accord est signé, ils réfléchiront à 2 fois avant de tester votre résolution. Exactement, dis-je, et j'ai ressenti un scintillement de satisfaction à l'idée que l'Ellison se précipite pour reprendre le contrôle. Après l'appel, j'ai commandé le dîner. Steak cuit moyen rare, purée de pommes de terre mouchées de ciboulette et un autre verre de champagne. Le plateau de service en chambre est arrivé en un coup doux, et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée dans le bourdonnement silencieux du doux. Pas de conversation polie, pas de mépris caché, juste le plaisir simple d'un repas qui m'appartenait entièrement. J'ai réalisé depuis combien de temps il avait mangé depuis que j'avais mangé sans un sous-courant d'insécurité, la nécessité de justifier ma valeur par la taille de la pointe ou les serviettes supplémentaires que je me faufilerais dans un sac à main. Ce soir, mon seul programme était la nourriture, à la fois du corps et de l'esprit. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un autre appel d'Ariel. J'ai regardé l'écran, le pouce planant sur la réponse, puis je l'ai glissé pour muet. Plus tard, je pourrais la rappeler quand j'étais prêt à parler sans bord brut. Mais pas maintenant. Pas ce soir. J'ai éteint les notifications et réglé le téléphone à côté de moi. Les lumières de la ville brillaient par la fenêtre, la corne lointaine d'un bus tardif ponctuant le silence. Dans cette étendue de calme, j'ai ressenti un changement subtil. Comme le moment avant l'aube, lorsque la nuit commence à desserrer sa poignée, j'ai fini mon champagne, puis j'ai retourné mon regard aux documents reposant sur le bureau. J'ai lu le projet post-nuptial une fois de plus, soulignant les clauses qui ont protégé nos 2 avenirs. La langue était des actifs partagés précis, délibérés et partagés sous consentement mutuel, pas de décisions financières unilatérales, des engagements en matière de communication. Chaque ligne ressemblait à une serrure cliquant en place. J'ai signé la page numérique avec un coup final, puis je me suis penché sur la chaise, exhalant la tension que je n'avais pas réalisé que je tenais. Alors que j'éloignais les documents et préparais pour le sommeil, j'ai ressenti un luxe inconnu. Paix. Ma respiration ralentit, les épaules s'affaissaient et l'idée de demain ne ressemblait plus à un gant. La grande suite cinglée est peut-être anonyme, mais ce soir c'était mon sanctuaire. J'ai glissé sous les draps blancs nets et fermé les yeux, imaginant le réveil de l'Ellison à des textes qui ne me dénuderaient plus parce que j'avais déjà réclamé ma valeur, mes limites et mon droit de me séparer. Dans le silence, au-delà du bourdonnement des appels sans réponse, j'ai découvert la liberté d'être plus qu'un étranger. Je me suis découvert. Le coup est venu juste au moment où je terminais la dernière ligne sur un email à Justinda confirmant que l'accord post-nuptial était prêt à déposer. Le bourdonnement de fin de nuit du climatiseur dans ma suite du Sinclair Grand a créé une percussion régulière contre le robinet doux du robinet de la porte. Je pose mon stylo, lissant les rides imaginaires de ma chemise de robe, et j'ai appelé « Viens ». La porte s'est ouverte pour révéler Ariel, les yeux sombres d'épuisement et de détermination. Elle portait l'un de mes anciens boutons et rien d'autre. Pas de maquillage, pas de prétention. Et à ce moment-là, elle avait l'air plus vulnérable et plus belle qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Grayson, a commencé, la voix silencieuse mais stable. Pouvons-nous parler ? Sa main tremblait alors qu'elle tenait le cadre de la porte. Je hochai la tête et me recula, fermant la porte derrière elle avec le clic le plus doux. Le couloir au-delà s'estompa en silence. J'ai fait signe vers le fauteuil en cuir près de la fenêtre. « Asseyez-vous » dis-je. Elle obéissa, traversa ses jambes et me leva les yeux avec un mélange de gratitude et de peur qui m'a déchiré le cœur. Elle a tiré une petite pile de papier de la poche de ma chemise et les a posés sur la table basse en verre. Ses doigts ont tapé la feuille supérieure, qui portait l'entête de mon fournisseur de messagerie et une ligne d'objets que j'ai reconnue tout de suite. Votre déclaration de compte. Je coulais sur le bord du canapé en face d'elle et ramasse la page supérieure. C'était une capture d'écran de la confirmation de la banque pour la croisière annulée, un simple prélude à ce qui a suivi. En dessous, il pose des impressions d'histoire de transaction. Chacun détaillant les remboursements complets sur les croisières, les hypothèques, les réparations de toit, les frais de scolarité, les factures médicales, même la facture de cat-sitter pour le persan de Vivant lorsqu'elle était allée rendre visite à un ami. J'ai feuilleté les pages, sentant ma propre pilée de poux dans mes oreilles. Plus de 180 000 $ en 8 ans, a-t-elle dit tranquillement, la voix attrapant ce numéro. Son regard n'a pas hésité. Elle m'a rencontré l'honnêteté inébranlable que j'avais envie. Je les ai trouvés dans vos ébauches par email. Vous ne les avez jamais envoyés. Ma gorge s'est resserrée et j'ai fermé le dossier, en pliant mes mains dessus.
Je ne voulais pas que vous vous sentiez endetté, ai-je dit. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'avais gardé le score. Ses yeux brillèrent. Mais vous avez quand même gardé les livres. Elle expira lentement comme s'il relâchait. Des mois de souffle. Je ne pouvais pas vous laisser les faire face seul. Je me levai et m'assis sur le bras du canapé à côté d'elle, plaçant une main douce sur son genou. Tu n'as pas eu à le faire, dis-je. Tu n'avais qu'à te tenir avec moi. Elle regarda ma main, puis dans mes yeux, et hocha la tête. Je sais, murmura-t-elle, c'est pourquoi j'ai signé l'accord. Elle tendit la main dans son sac et extrait son téléphone, le déverrouillant avec un regard de résolution. Il était là, le certificat numérique de notre calendrier signé post-nuptial, il y a moins d'1 heure. Elle me l'a tenu. Je veux être votre partenaire dans tous les sens. Des larmes menacées mais sont restées non latées. J'ai touché sa joue et je les ai brossées. Merci, je respire. Néon et les bruits de trafic. Viette. Du partenariat, nous avons tous deux envie. Nous nous sommes assis dans un silence compagnon, les lumières de la ville jetant des motifs de changement sur le plancher de bois franc. Elle leva la tête et plissa les mains sur ses genoux. Ils sont furieux, a-t-elle admis. Mes parents sont sur la messagerie vocale depuis midi. Mon estomac hocha la tête sur ces mots, mais je lui ai serré la main pour lui faire savoir que j'étais avec elle. Nous nous attendions à cela, ai-je dit. Ils viendront. Elle secoua la tête. Peut-être, mais ils en ont besoin. Ils ont besoin de savoir que nous ne revenons pas à la façon dont les choses étaient. Je me suis tenu et je me suis dirigé vers le minibar, en extrayant 2 bouteilles d'eau scintillante et je lui en remettant une. Elle l'a acceptée et a pris une longue gorgée avant de la remettre. J'ai appelé ma faim dans l'Oregon, a-t-elle déclaré après un moment. J'ai dit. Chuchoté. S'empilant silencieusement à côté d'eux et s'installa sur le lit king size, les draps croquants nous invitant à tout oublier sauf les uns les autres. Le monde à l'extérieur pourrait attendre. Dans la lueur sombre de la lampe de chevet, Ariel a tracé des cercles doux sur mon avant-bras, et je me suis retrouvé à me détendre pour la première fois depuis des semaines. Nous avons parlé dans des chuchotements de vacances futures. Une fois pour deux, sans enchevêtrements familiaux ou financiers étendus, et sur les petits rituels que nous récupérions, les petits déjeuners du dimanche matin, la lecture de livres ensemble, la planification des soirées de rendez-vous. Chaque mot était un engagement, chaque promesse une brique dans la nouvelle fondation que nous construisions. Quand le sommeil nous a finalement réclamés. Ce fut une reddition profonde et sans trouble. Et pendant que je dérivais, j'ai compris que l'homme à la porte avait débloqué plus que la suite. Il avait déverrouillé un nouveau chapitre pour nous deux, celui où la loyauté et l'amour ne seraient plus mesurés par des signes en dollars ou des livres secrets, mais par le simple fait de se tenir côte à côte. Nous nous sommes assis en face les uns des autres à la petite table ronde dans la cuisine de notre suite d'hôtel, le soleil de midi filtrant à travers des rideaux à moitié dessinés et une danse sur le comptoir en granit poli. Entre nous, pose la page nette de l'accord post-nuptial, maintenant signé et scellé, sa surface blanche frappante contre le bois chaud de la table. J'ai regardé Ariel pendant qu'elle remuait son café, la vapeur se recroquevillant autour de ses doigts comme une invitation. À ce moment-là, j'ai senti un calme s'installer dans ma poitrine. Un écho de certitude où le doute avait autrefois régné. C'est notre ligne, dis-je doucement en hochant la tête au papier. Tout au-delà de cette ligne est le nôtre seul. Ariel me leva les yeux, ses yeux stables et brillants. Elle a tracé le bord du document avec son doigt comme s'il engageait chaque clause à la mémoire. Plus de décisions unilatérales, a-t-elle chuchoté comme si elle avait goûté les mots pour la première fois. Compte conjoint uniquement, signature partagée, consentement mutuel. Sa voix était ferme, résonnante avec la gravité de quelqu'un qui reprend sa voix. Je me penchai en avant et pris sa main, appuyant mon pouce dans la chaleur de sa paume. Exactement, dis-je. À partir de maintenant, si l'un de nous veut pour aider quelqu'un d'autre, que ce soit de la famille ou de l'ami, nous parlons en premier. Elle hocha la tête, son regard dérivant vers la fenêtre où un troupeau lointain de mouettes dansait dans un ciel saphir. Je me suis souvenu du jour où j'ai rencontré ses parents pour la première fois. Comment le regard désapprobateur de sa mère avait piqué de ma confiance. Maintenant, avec cet accord, je me sentais à la fois protégé et habilité. Les termes que nous avions écrits étaient plus qu'une facilité juridique. Ils étaient une alliance de confiance, une promesse de se honorer avant tout. Je veux que nous sachions, j'ai poursuivi, que notre mariage n'est pas un organisme de bienfaisance.
Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire mélancolique. C'est un partenariat. Les mots ont relâché une partie de la tension qui s'était installée entre nous au cours des dernières semaines. Nous avions navigué sur des trahisons et des peurs, des secrets financiers et des loyautés familiales. Mais ici, à la lumière douce de cette suite, nous pourrions enfin respirer. Je nous ai versé à la fois une autre tasse de café et j'ai poussé les tasses sur la table. Au partenariat, ai-je dit en élevant ma tasse. Elle m'a rencontré à mi-chemin et le tintement de porcelaine résonnant comme une trompette dans la pièce calme. Après une longue gorgée, Ariel a posé sa tasse et a inspiré un souffle stabilisant. Il y a autre chose, a-t-elle dit, son ton se déplaçant vers un de résolution. Mes parents, ils n'accepteront pas cela facilement. Ils verront le post-nup comme une trahison, j'ai hoché la tête, anticipant la tempête. Je sais, j'ai dit, mais nous devons tenir notre terrain. La mémoire du visage rouge furieux de Raymond et la main de sa mère. Nous sommes plus forts ensemble. Tableau. Diriger, écouter sa voix stable alors qu'elle parlait d'engagement, équité et respect. À un moment donné, le ton de son père est devenu dur. Écho de fierté contesté par les nouveaux termes de notre relation. Mais Ariel se tenait ferme. Je comprends que vous êtes bouleversé, a-t-elle dit, une voix inébranlable. Mais rien sur le mariage ne devrait nuire aux gens qui le partagent le plus. Une pause puis une note plus douce. Oui, je t'aime tous les deux. Mais je l'aime aussi, et nous méritons tous les deux d'être traités avec respect. J'ai reconnu le moment où la résistance de ses parents a commencé à se ramollir. La barricade serrée du droit laissant la place à quelque chose de plus fragile. Réflexion. Quand elle a terminé l'appel, ses yeux brillaient de soulagement et de tristesse persistante. Ils sont en colère, a-t-elle admis, mais ils écoutent. Je me levai de mon siège et traversai la pièce vers elle, l'attirant. Dans mes bras. Sa tête reposait contre ma poitrine et je pouvais sentir le flottement rapide de son rythme cardiaque. Je suis fier de toi, murmurai-je, caressant ses cheveux. Nous nous tenions comme ça pendant plusieurs minutes. Le bourdonnement de la ville dérivant par la fenêtre, un refrain calme en dessous notre respiration régulière. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes aventurés dans le bar de l'hôtel, habillés avec désinvolture, déterminés à récupérer de petites joies. Le barman nous a accueillis comme de vieux amis, glissant 2 verres de notre millésime préféré à travers le comptoir poli. Nous avons à nouveau grillé, cette fois-ci, à la résilience, à l'honnêteté, dans le futur que nous forgeons. À chaque gorgée, la tension des dernières semaines a fondu dans le liquide ambré. Pour la première fois, je me sentais vraiment vu, non pas comme le gendre étranger, non pas comme le bienfaiteur silencieux, mais comme Ariel est égal, son partenaire dans tous les sens. En revenant à la suite, nos mains plaquées fermement, j'ai réalisé que la ligne que nous avions tracée sur papier était plus qu'une simple limite. C'était une balise qui nous guidait vers un mariage construit sur une force partagée. Quelque part entre la signature d'un accord et le courage de se tenir la main, nous avions retrouvé notre chemin les uns aux autres. Et dans cette certitude silencieuse, je savais que nous pouvions faire face à n'importe quoi ensemble. Pendant des semaines après que nous ayons tenu notre terrain, les Élisons se sont retirés dans un silence donc complet, c'était comme si nous avions tiré un voile au cours des 8 dernières années. Leurs appels, une fois insistants et débordants de colère, ne se sont rien diminués. Les messages vocaux se sont empilés sans réponse, chacun témoignant de la tempête que nous avions enflammée dans leur refus de s'engager. Mon téléphone est allongé sur la table de nuit, sombre et dormante, jusqu'à un après-midi, je l'ai finalement atteint et je n'ai rien trouvé. Pas de message, pas d'appel MIS, pas de SMS. L'absence de communication, plus que toute insulte ou demande, en dit long. C'était comme si en appliquant des frontières, nous nous étions jetés au-delà de leur orbite. Dans ce vide, Ariel et moi avons découvert une étrange liberté. Nous n'étions plus définis par leurs attentes ou leur approbation. Je me souviens du premier matin du silence, en me réveillant à la lumière douce de l'aube filtrant à travers nos chambres, ressentant une sérénité que je ne connaissais pas depuis des années. Ma poitrine était plus légère, comme si les obligations de gratitude et de performance s'étaient levées. J'ai glissé du lit et j'ai trouvé Ariel à la table du petit déjeuner, enroulé dans son préféré fauteuil, serrant une tasse de thé à la vapeur. Ses yeux ont rencontré le mien avec un soupçon d'inquiétude, la question de savoir quoi maintenant. Danser dans leur profondeur. J'ai versé du café dans le pot et je les rejoins, offrant un doux sourire. Ils sont calmes, j'ai observé, versant une tasse et assis en face d'elle. Elle hocha la tête, exhalant un souffle qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle tenait. Pas de texte, a-t-elle dit.
Pas d'appel. J'ai tendu à travers et je lui ai pris la main. Nous n'en avons plus besoin pour nous définir. La chaleur de sa réponse, cette douce serre, a scellé notre nouvelle réalité. Notre journée s'est installée dans un doux rythme de redécouverte. Nous avons commencé à assister à une thérapie ensemble, en nous étendant chaque semaine pour parler avec un conseiller des blessures persistantes de notre épreuve. Dans le bureau doucement éclairé, j'ai appris à articuler la colère sans accusation. Ariel a appris à exprimer sa déception sans honte. Nous avons pratiqué l'écoute comme un acte d'amour plutôt que comme des preuves de faiblesse. Et à chaque session, notre partenariat est devenu plus fort. J'ai regardé son visage s'allumer quand elle a réalisé qu'elle pouvait parler librement, sa voix stable et non gardée. J'ai découvert que sous mon armure d'indignation faisait un besoin profond de sa présence inébranlable, un besoin qu'elle satisfait maintenant sans hésitation. En dehors de la salle de thérapie, nous avons récupéré de petits rituels qui s'étaient éloignés sous le poids du drame familial. Le samedi matin est devenu notre sanctuaire. Crêpes et fruits frais. Pas de précipitation, pas de courriel à vérifier, pas d'excuses à offrir. Nous ririons de sirop renversé et de café partagé. Nos rires faisant écho à l'appartement comme une liberté de cloche. Le mardi, nous avons fait de longues promenades dans le lac près de notre maison, des armes liées, forgeant des plans pour les week-ends passés ensemble, juste nous deux. Chaque pas tranquille nous a rappelé que nos vies pouvaient être définies par nos choix, et non par les exigences des autres. Puis, un soir, alors que nous préparons le dîner, les légumes rôtis et le saumon grillé accompagnés d'une salade nette, mon téléphone bourdonnait sur le comptoir. Je l'ai atteint et j'ai lu le message qui clignote à l'écran. Grayson, pouvons-nous parler? Dîner à 8 ans. Pas d'ordre du jour. C'était Raymond. Les mots étaient simples mais sismiques. Une branche d'olive douce après des semaines de calme assourdissant. J'ai montré le message à Ariel, regardant ses sourcils se lever avec surprise. Il t'a appelé par son nom, a-t-elle noté, sa voix teintée d'optimisme prudent. Pas d'insulte, pas d'étranger, je parle juste. J'ai hoché la tête, sentant une curieuse tranche d'espoir et d'appréhension tourbillonnant dans ma poitrine. Nous avons décidé de le rencontrer et de vivre dans un centre-ville de Béastro tranquille. Choisir un terrain neutre pour tester les eaux de la réconciliation. Cette nuit-là, l'air était frais. Alors que nous approchons de l'entrée de Béastro, j'ai senti les mains d'Ariel se glisser dans le mien, le poids familier qui m'a stabilisé. L'hôtesse nous a conduits à une table allumée de bougies où l'Ellison a attendu. La posture de Raymond s'est détendue, son expression incertaine mais ouverte. Les yeux de Vivien sont rouges à bord, la culpabilité se scintillant derrière sa réserve. Pas de Tessa cette fois, comme si elle avait reconnu la gravité du moment. Nous avons échangé des salutations polies, chacune chargée de l'histoire tacite qui a frappé entre nous. Le serveur a présenté des menus, et pendant un instant, le cliquetis des couverts et le mur doux des autres convives ont rempli l'espace entre les conflits passés et les amendes possibles. Raymond s'éclaircit la gorge, repliant sa serviette avec des soins délibérés. Sa voix lorsqu'il a parlé était stable, dépourvue de l'arrogance qui marquait autrefois son ton. Grayson Ariel, merci d'être venu, il a commencé, les yeux s'attardant sur le mien. Je vous dois d'abord les 2 excuses, Grayson, pour la façon dont je vous ai traité. C'était irréfléchi. Et je suis désolé. Mon cœur se serra à la sincérité de ces mots. Il a continué, se tournant vers Vivant. Et à vous, Vive, pour avoir laissé ma fierté dicter nos actions. Elle hocha la tête, les larmes brillant en repoussant une mèche de cheveux. J'ai réalisé à quel point nous avons pris pour acquis, a-t-elle ajouté doucement. Nous n'avons pas vu l'homme qui se tenait à côté de notre fille, et pour cela, nous sommes vraiment désolés. Alors que leurs mots m'ont lancé, j'ai ressenti le poids des mois levages. Ariel atteignit la table, ses doigts brossant le mien, une offre d'unité silencieuse. Je me suis tourné vers Raymond et Vivien, rencontrant leurs excuses avec un signe de tête mesuré. Merci, dis-je simplement. Cela signifie plus que vous ne le savez. La lumière des bougies dansait dans leurs yeux reflétant l'espoir fragile de restauration. Nous avons commandé le dîner, des assiettes partagées, une conversation réfléchie, des rires provisoires. La musique douce de Béastro est entourée de nous alors que nous naviguons sur des excuses et des explications, reconnaissant la douleur que nous avions causée. Au moment où le dessert est arrivé, la tension s'était ramollie en quelque chose de plus chaud. Raymond leva son verre. À sa famille, il grilla, sa voix crépitante d'émotion. Au nouveau début. J'ai tincé ma fourche contre mon assiette,
un sourire touchant mes lèvres. À la famille, j'ai fait écho. Ariel sourit, ses yeux brillants. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce dîner, simple et imparfait, était plus qu'une excuse. C'était un pont vers la compréhension, construit sur le respect et l'acceptation. Comme nous avons quitté la Bastro, en entrant dans l'étreinte de la nuit, Ariel et moi avons marché un bras avec ses parents derrière nous, une famille se retrouvant prudemment. Les voix d'Ellison sont entourées de nous dans une conversation douce. Le rire de Raymond plus léger, l'humiblé de Vivien, tous deux teintés de soulagement. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais chez moi dans leur cercle, non pas en tant qu'étranger, mais en tant qu'homme reconnu pour sa valeur. Le silence avait parlé, et dans son sillage, des débuts doux ont émergé, promettant que l'amour, lorsqu'il est guidé par l'honnêteté et le respect, pourrait guérir même les blessures les plus profondes. Un an s'était écoulé depuis cette première brochure cruelle, et maintenant je me suis retrouvé sur le pont d'un navire de croisière qui glissait dans les mêmes eaux saphirs que l'Ellison avait déjà revendiqués comme leur domaine exclusif. Mais cette fois était différente. Ariel se tenait à côté de moi, sa main bouclée à travers le mien, son sourire égardé et pleine de chaleur. Le soleil plongeait bas à l'horizon, tachant le ciel avec des stries de corail et de violet. Et comme la brise cheveux, j'ai réalisé à quelle distance nous venions de cette nuit dans le salon Ellison. Nous avions à nouveau choisi la route de rêve méditerranéenne, retracé le chemin de notre anniversaire annulé. Mais cette fois, le voyage était le nôtre seul. Pas de famille seulement, pas de ressentiment caché, seulement deux personnes qui avaient résisté à la trahison et reconstruit leurs liens, maintenant libres de savourer chaque instant sans obligation. Ariel pencha la tête sur mon épaule, et je me reposai les miens contre ses cheveux, respirant l'odeur du sel et de la possibilité. « Pouvez-vous croire que nous sommes ici » chuchota T.L. Je gloussai doucement et embrassai son temple. « Je peux. Je voulais ça pour nous. » La corne du navire résonnait doucement dans le crépuscule, un son triomphant et serein. Nous étions arrivés tôt pour assister à la réception de bienvenue du capitaine, une affaire somptueuse avec des quatuors à cordes et des tours de champagne. Mais aucun de nous n'a ressenti l'envie de se mêler à des étrangers vêtus de vitesse à cravate noire. Au lieu de cela, nous avons choisi la sérénité silencieuse du pont, où seul l'écrasement des vagues et le ruisseau du rail a accompagné notre conversation. Nous avons parlé de l'année écoulée, des séances de thérapie qui avaient décollé des couches de blessures. Dîner où nous avons pratiqué le nom de nos besoins, les soirées dans notre salon, la planification des vacances comme celle-ci. Nous avons ri du souvenir du visage stupéfait de Tessa lorsqu'elle a vu ses parents pour la première fois manger une tarte humble dans cette béastro du centre-ville. Nous avons grillé aux limites maintenues et à la force que nous avons découverte en vulnérabilité. Et j'ai senti que la gratitude gonfle dans ma poitrine si profonde qu'elle menaçait de se répandre. Tombé en nuit et les lumières des villages côtiers vacillaient au loin comme des étoiles tombées. Ariel frissonna dans la brise, alors j'ai drapé mon blazer sur ses épaules, le tissu chaud contre sa peau. Nous avons enroulé nos bras les uns autour des autres et regardé la lueur phosphorescente de l'eau dans notre sillage. Je ne me suis jamais senti plus en paix, murmura-t-elle. J'ai posé mon menton sur sa tête. Moi non plus, répondis-je. C'est exactement comme ça. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés à l'odeur des fleurs d'orange dérivant à travers nos portes de balcon. Je me suis étiré et j'ai trouvé Ariel déjà perché sur la balustrade, le café à la main, saluant le lever du soleil avec une révérence silencieuse. Je me suis glissé dans mes troncs de natation et je les rejoins, sirotant le riche infusion tandis que le ciel fleuriait de couleurs. Un pot de dauphin sauta le long du navire, décor en argent arc en tandem joyeux. Nous avons pressé nos fronts ensemble et regardé des témoins silencieux de la grâce sans effort de la nature. Plus tard, nous avons exploré le spa du navire, se livrant au massage d'un couple qui a amassé les dernières vrilles de tension de nos épaules. Le masseux a murmuré sur l'importance de l'équilibre, d'honorer le corps et l'esprit, et j'ai réalisé à quel point les mots étaient pour notre voyage. Nous avions trouvé un équilibre les uns dans les autres, restaurant ce qui avait été brisé par la compassion et la collaboration. À l'approche de la soirée, nous nous sommes habillés pour le dîner dans la grande salle à manger du navire, où les tables étaient drapées de lin blanc et les verres en cristal scintillaient sous des lustres. Le matraï nous a assis par une fenêtre surplombant la mer au clair de lune. Nous avons partagé une bouteille de plus beau plat rouge et savoureur de la maison qui enroulait des saveurs comme l'art, des pétoncles délicats embrassés avec de la mousse d'agrumes, de l'agneau rôti à la perfection Tinder et un sulle au chocolat qui fondait sur la langue. À chaque cours, nous avons grillé notre résilience, notre amour et la promesse de nombreux autres anniversaires passés côte à côte. Entre les piqûres, j'ai glissé une carte postale de ma poche, une carte nette portant une image d'un yacht.
brillant contre l'eau azur. Je l'avais inscrit la veille et je l'ai glissé dans mon blazer. Le remettant à Ariel, je l'ai regardé lire les mots que j'avais écrits. Les vues sont magnifiques. Nous avons finalement trouvé la paix. J'aurais aimé pouvoir venir, mais seulement si vous le vouliez vraiment. Amour, Grayson. Elle leva les yeux brillants et se pencha sur la table pour m'embrasser. Parfait, chuchota TL. Simple et vrai. Après le dîner, nous nous sommes promenés sur le pont arrière où les lumières blanches du navire jettent de doux halos sur les houles. Nous avons trouvé un banc vide sous le ciel ouvert et nous sommes assis dans un silence compagnon, en regardant les étoiles émerger en grappes brillantes. J'ai enroulé mon bras autour des épaules d'Ariel, la rapprochant et elle reposa sa tête contre ma poitrine. Le rythme régulier de mon cœur sous son oreille ressemblait à la maison. Elle soupira de manière satisfaisante. J'ai hâte de voir où nous allons ensuite, a-t-elle déclaré. J'ai pressé un baiser contre ses cheveux. Partout, tant que nous sommes ensemble, à augmenter le navire, nous transportant vers de nouveaux ports d'appel, vers des couchers de soleil et des levers de soleil à être témoins. Et à ce moment-là, je savais que notre vrai voyage avait commencé, non pas avec le rejet d'une famille, mais avec le courage de revendiquer notre propre destin. Longtemps après que les lumières du navire se soient déroulées dans la nuit, je suis resté éveillé sur notre balcon, écoutant les berceuses de l'océan. J'ai tracé la ligne sombre de l'horizon et j'ai réfléchi à l'homme que j'avais été le jour où je me tenais dans ce salon de luxe, silencieux, diminué, invisible. Maintenant, je me sentais sans relâche, défini non pas par l'acceptation de quelqu'un d'autre, mais par ma propre vérité. Je me suis retourné et j'ai vu Ariel dormir paisiblement à côté de moi, sa poitrine se levant et tombant dans le rythme silencieux de la confiance. J'ai souri, brossant une mèche de cheveux de son visage et chuchoté dans le vent. Ce n'est que le début. La mer a répondu avec une douce ruée contre la coque, comme en accord. Et alors que le navire nous avançait dans la vaste étendue des possibilités, j'ai fermé les yeux, certain que quoi que ce soit à l'avance, nous le rencontrions ensemble, liés non pas par des brochures ou des lignées, mais par l'amour qui avait été testé, raffiné et finalement rendu incassable.